Alors, bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle et deuxième vidéo consacrée à l'étude aujourd'hui de la première source du droit international public, à savoir les traités internationaux. Enfin, on dit les traités internationaux ou bien les conventions internationales, les accords internationaux, les chartes ou bien la charte internationale, les protocoles, etc. Il y a plusieurs synonymes de ce concept, les traités internationaux, ou bien le traité international. Donc, nous allons lui consacrer tout un chapitre, vous allez le voir dans la présentation que je vais partager avec vous. Donc, voilà. Donc, les traités internationaux, nous allons lui consacrer tout un chapitre qui sera divisé en 4 sections. La première sera consacrée à l'étude des caractéristiques du traité, la deuxième, la formation du traité, la troisième, la portée de ces traités, et enfin, le devenir des traités internationaux après la révision, la fin des traités internationaux. On verra tout ça. Donc, section 1, les caractéristiques du traité. Quels sont les points qui caractérisent ce traité international? D'abord, il faudrait savoir que la définition des traités internationaux, on ne la trouve pas dans la charte de la CIJ. Dans la charte de la CIJ, on trouve les sources, une énumération des sources, mais tout ce qui concerne la définition, les caractéristiques, la portée, etc. des traités, on la trouve dans une convention qui a été signée en 1969, une convention multilatérale, c'est-à-dire qui réunissait plusieurs États, et qu'on appelle la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui date, comme je vous l'ai dit, de 1969. Quelle est la définition qui a été donnée? C'est la suivante. Un traité est un accord international conclu par écrit entre États, États au pluriel, entre deux États ou plusieurs États, on verra ça plus tard, et régi par le droit international. Voilà, comme vous pouvez le trouver ici, ou le voir ici, je vous ai mis quelques synonymes, enfin plusieurs synonymes: traité, pacte, charte, accord, convention, déclaration, statut, protocole, acte, etc., etc. Il y a plusieurs appellations. Quelles sont les conditions d'application? Donc, si on se contente de la lecture de l'article 2 de ce traité, on aura tendance à croire que l'article ne traite ou bien n'aborde, il ne parle que des traités écrits. Parce que, qu'est-ce que vous pouvez dire? On l'a vu, un accord international conclu par écrit entre les États. Mais il suffit de lire la Convention de Vienne sur les traités pour voir que dans l'article 3, l'article qui vient juste après l'article 2, on fait référence aux traités non écrits, c'est-à-dire les traités verbaux ou bien les conventions orales entre les États ou bien entre États et organisations internationales qui ont une portée juridique significative, etc. Donc, la chose la plus importante, c'est que le traité doit produire des effets de droit, comme on a lu dans l'article 2, régi par le droit international, c'est-à-dire qu'il doit produire des effets de droit. Est-ce qu'il y a des traités qui ne produisent pas des effets de droit? Oui. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, pas seulement une portée politique comme dans le cadre des Gentlemen's Agreements, qu'on a traduit en français, l'accord entre gentilshommes. C'est quoi? Ce sont des accords qui sont informels, qui sont conclus juste entre les responsables des États. Ce sont des accords Gentlemen's Agreements. Ce sont des accords qui se répandent beaucoup plus en période de guerre et qui n'engagent pas juridiquement l'État, mais engagent l'honneur du responsable qui a conclu l'accord d'une manière informelle, que ce soit d'une manière écrite ou bien d'une manière orale, d'une manière explicite ou bien implicite. Donc, ce sont des accords qui ne produisent pas des effets juridiques, mais qui n'engagent que l'honneur de celui ou bien celle qui s'est engagé dans cet accord, bien ce traité. Contrairement à ces accords
qu'on appelle Gentlemen's Agreements. Le reste, les accords d'une manière classique, d'une manière normale, ils doivent produire des effets de droit, c'est obligatoire. Très bien. Maintenant, qui peut conclure ces traités internationaux? Est-ce que monsieur tout le monde peut conclure ces accords? Vous vous rappelez, hier, je vous ai dit que sur la scène internationale, il y a plusieurs acteurs. Je vous ai cité les États, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, les ONG, les firmes multinationales et parfois même les individus. Maintenant, est-ce que tous ces acteurs ont le droit et la possibilité de conclure une convention internationale? La réponse est bien évidemment non, parce que les acteurs qui sont capables, qui sont aptes à rédiger, à conclure ces traités, ce sont d'abord les États, plus les organisations intergouvernementales. C'est l'appellation exacte des organisations internationales. On ne les appelle pas les organisations internationales sur le plan juridique pur et simple. On dit les organisations intergouvernementales. Donc, les organisations intergouvernementales, c'est l'appellation que vous connaissez des organisations internationales. Donc, qui a le droit de conclure? Un, les États. Deux, les OIG, les organisations intergouvernementales, qu'on appelle communément des organisations internationales. Vous avez certains mouvements de libération nationale, par exemple, vous avez l'autorité palestinienne, ce n'est pas un État, d'ailleurs, on l'appelle l'autorité palestinienne, par exemple, ou bien d'autres mouvements de libération de leur pays. Donc, ils ont le droit de conclure des traités internationaux. Vous avez aussi les États fédérés. Qu'est-ce qu'un État fédéré? Je crois que vous l'avez déjà étudié dans le cadre des relations internationales. Ce sont les petites entités qu'on trouve dans un État fédéral. Le Maroc, par exemple, ce n'est pas un État fédéral, c'est un État unitaire. Donc, on trouve l'État unitaire avec des régions, par exemple, dans le cadre de la décentralisation, on a 12 régions. Un État fédéral, non, c'est comme les États-Unis, comme le Canada, comme la Belgique, etc., etc. Vous allez trouver l'État fédéral et les États fédérés qui le composent. D'ailleurs, même dans l'appellation du pays des États-Unis, on dit les États-Unis, plusieurs États fédérés qui se sont réunis pour nous donner un seul État. Attention, l'appellation ne reflète pas toujours le régime. Il y a la nature du régime du pays. Le Canada, par exemple, on ne dit pas les États du Canada. Ça, c'est juste un exemple. Donc, les États fédérés, vu qu'ils ont une grande autonomie, une grande, je ne dirais pas une indépendance, mais une grande autonomie par rapport à l'État fédéral, les États fédérés, dans certains cas, peuvent conclure des accords si cela est prévu par la Constitution fédérale. Il faudrait que dans la Constitution de tout le pays, qu'on appelle la Constitution fédérale, que ça soit prévu que les États fédérés, c'est-à-dire les petites entités qui composent l'État fédéral, aient le droit de conclure des traités internationaux. Sinon, ils n'ont pas le droit de conclure des traités internationaux. Là, je vous ai donné quelques exemples d'États fédérés qui ont le droit de conclure des accords. La région wallonne ou la communauté flamande, ça c'est en Belgique, sont des États fédérés qui ont une spécificité particulière, leur langue, leurs coutumes, etc. Et les autres, entités fédérées belges. Donc, pour l'État fédéral belge, les États fédérés ont le droit de conclure des accords internationaux. Vous trouverez dans d'autres États fédéraux, ils vont vous dire non, les États fédérés n'ont pas du tout le droit de conclure des accords internationaux. Vous avez aussi les ONG. Alors, les ONG, pas toutes, donc c'est la raison pour laquelle je vous ai mentionné ça, exception faite de la Croix-Rouge, l'Hilal Ahmar, qui est une ONG, une association, si vous vous rappelez bien ce que je vous ai dit dans la première vidéo, une ONG, c'est une organisation non gouvernementale, une organisation qui n'appartient pas à un État non gouvernemental, c'est une sorte d'association qui opère sur le plan international. Donc, la Croix-Rouge, vu qu'elle intervient dans plusieurs pays du monde, dans plusieurs régions du monde, a la possibilité de conclure
les traités internationaux. Mais pour le reste, ils n'ont pas le droit de conclure. Pour les autres ONG, c'est rare de trouver une ONG qui a le droit de conclure un traité international. La même chose pour les multinationales qui n'ont pas le droit de conclure des traités internationaux. Donc, pour récapituler, qui a le droit? Vous avez les États, les organisations, les ONG, la Croix-Rouge. Pour le reste, non, ils n'ont pas le droit. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi là-dessus? Quelle est la classification, bien la typologie, c'est-à-dire la classification des traités internationaux. Donc là, on distingue entre ça dépend comment vous faites la classification. Il y a la première classification qui est basée sur le nombre d'États, ou bien le nombre de parties. Donc, lorsque vous avez un traité international qui est conclu par deux parties, par exemple deux États, on l'appelle un traité bilatéral. Par exemple, un traité qui sera signé entre le Maroc et la France, le Maroc et la Tunisie, par exemple, entre l'Allemagne et les États-Unis, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle un traité bilatéral. Et lorsque le nombre des parties dépasse les deux, c'est-à-dire qu'on commence à partir de 3 parties, 4, 5, 6 et plus, on l'appelle un traité ou bien un accord multilatéral. Donc, ça, c'est la première classification basée sur le nombre d'États. Deuxième classification qui est très importante, on fait la distinction entre les traités lois et les traités contrats. Quelle est la différence entre les deux? Regardez, les traités lois, ce sont des traités, lorsqu'on les conclut, on formule des règles de droit, on crée des règles de droit. Ils sont généralement multilatéraux. Comme exemple, par exemple, un exemple, un traité sur la protection internationale des réfugiés. Par exemple, il y a un pays dans lequel a éclaté une guerre civile ou autre, etc. Et donc, on va assister à l'immigration de plusieurs réfugiés. Donc, les États qui seront affectés par ce mouvement-là, par exemple, vont conclure un accord multilatéral et on va l'appeler un traité-loi parce qu'ils vont créer de nouvelles règles juridiques de droit pour gérer la situation des réfugiés. Pas seulement juste dans une zone, ça pourrait être un traité qui englobe plusieurs États qui sont affectés par ce problème des réfugiés. Aussi, vous avez les traités qui portent sur la protection des victimes de guerre. Donc, il faudrait protéger les civils ou bien même les militaires prisonniers de guerre, etc. Donc là, on crée de nouvelles règles de droit. Ou bien les traités sur le génocide, etc. etc. C'est ce qu'on appelle les traités lois. Qu'est-ce qu'un traité contrat? Traité contrat, il a pour objectif non pas de créer de nouvelles règles de droit, mais la réalisation de certaines opérations juridiques. Par exemple, un traité de commerce entre deux États. Là, on ne crée pas de nouvelles, même si implicitement il y a de nouvelles règles de droit, mais l'objectif principal, c'est la réalisation de certaines opérations juridiques. Exemple, un traité d'alliance, entre deux ou trois États, ou bien un traité de commerce. Enfin, on a une troisième typologie, une troisième classification. On distingue entre les traités conclus en forme solennelle, tariqa rasmiya, et les accords en forme simplifiée. Quelle est la différence entre les deux? C'est très simple. La première catégorie, qui est les traités conclus en forme solennelle, bien ce qu'on appelle les traités classiques. Ce sont des traités qui n'entrent en vigueur, qui ne deviennent effectifs, qui ne commencent à engager la responsabilité des parties qui les ont conclus, qu'une fois qu'ils ont été ratifiés. Pourquoi? Je vais empiéter sur une section que nous allons étudier ultérieurement. Un traité, normalement, n'entre en vigueur qu'à partir de sa ratification. Et cette ratification vient après la signature. Donc, les parties vont signer le traité. Une fois qu'ils l'ont signé, ce n'est pas suffisant.
il ne devient pas obligatoire pour les parties. Il faudrait qu'il soit ratifié. Généralement, la ratification est faite par qui? Soit par le Parlement de l'État concerné, par exemple, on va envoyer un ministre, il va signer. La signature n'a pratiquement aucun effet juridique, ou presque. Quand est-ce que le traité devient obligatoire pour l'État? Une fois que ce traité a été ratifié, c'est-à-dire approuvé par le Parlement de son État. Parfois, c'est le Parlement et parfois, c'est le chef de l'État, le président, ou bien chez nous, par exemple, le roi. Chez nous, au Maroc, il y a des cas où c'est le roi et des cas où c'est le Parlement. Donc, les traités en forme solennelle ne rentrent en vigueur qu'une fois qu'ils ont été ratifiés et non pas signés. Il faut la signature plus la ratification. Et vous avez des accords en forme simplifiée. Ça, c'est une invention purement américaine. Pourquoi? Parce que le président s'était rendu compte que parfois, pour qu'un traité puisse rentrer en vigueur, ça prenait beaucoup de temps au sein du Congrès américain, du Sénat, etc., etc. Ils ont inventé cette nouvelle forme de traité qu'on appelle le traité en forme simplifiée. Et là, on n'a pas besoin de ratification. Lorsqu'on se met d'accord sur l'appellation, sur la nature du traité, on dit ce n'est pas un traité en forme solennelle, c'est juste un traité simplifié. Donc là, on n'a pas besoin de la signature plus la ratification. Il suffit que le traité soit signé pour qu'il rentre en vigueur, pour qu'il devienne effectif, pour qu'il produise ses effets juridiques. Donc, c'est ça la distinction entre les deux. Traité en forme solennelle, il faut la signature plus la ratification. La ratification, généralement, elle est faite soit par le chef de l'État, soit par le Parlement. Le traité en forme simplifiée, une invention américaine, donc on n'a pas besoin d'une ratification. La signature suffit pour que le traité entre et rentre en vigueur. C'est le cas, par exemple, de plusieurs traités comme celui qui a créé l'OMC, etc., etc. Donc voilà, grosso modo, ça c'était pour la section numéro 1 du chapitre 1, les caractéristiques des traités internationaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail. Envoyez-moi par mail vos questions et je répondrai volontiers, mais que les questions soient concises, précises et ciblées. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une prochaine séance, Inch'Allah, demain ou après-demain. Bon week-end.